Alors moi, ce soir, je vais commencer par une histoire. Un père et son fils ont un grave accident de voiture. Le père meurt sur le coup. Le fils, grièvement blessé, est transporté aux urgences à l'hôpital. Et là, sur la table d'opération, le chirurgien le voit et dit « Je ne peux pas l'opérer, c'est mon fils ». Et là, je suis sûre que la plupart d'entre vous ont pensé, même un bref instant, « Mais c'est pas possible, son père est mort ». Bah ouais, mais pas sa mère. Alors, comme de nombreuses personnes, vous avez réagi de façon spontanée, de façon automatique. Et c'est un peu, s'il existe, votre cerveau reptilien qui a pris la main, guidé par des stéréotypes, et notamment ici des stéréotypes de genre bien ancrés, qui associent le métier de chirurgien aux hommes. Et pourtant, évidemment, la bonne réponse ici était le chirurgien, ou plutôt la chirurgienne, est la mère de l'enfant. Alors c'est ainsi qu'Emmanuel Zolesio aborde cette thématique dans son livre « Chirurgien au féminin ». Et c'est à partir de cette anecdote que j'aimerais aujourd'hui échanger avec vous sur la place des femmes, d'une part dans les métiers en sciences et technologies, et d'autre part en position de leadership. Deux volets que j'ai connus lors de ma carrière, alors d'une part en tant que professeure physicienne en électronique et nanosciences, et d'autre part en tant qu'ancienne présidente d'université et ancienne ministre. Alors, je voudrais commencer par les métiers en sciences et technologies. Et vous le voyez sur cette carte du monde, c'est clair, les femmes restent largement sous-représentées. On le voit ici en mauve très clair, et en particulier dans les pays occidentaux, eh bien, moins de 30% des chercheurs, oui, sont encore aujourd'hui dans le monde des femmes. Et puis, si je regarde les filières de formation, c'est guère mieux. Là, en France, en 2010, seulement 27% des femmes étaient diplômées d'un titre d'ingénieur. Et quand on passe à 2022, ça ne passe qu'à 29%. Alors on peut se demander, combien à ce rythme, combien de centaines d'années il faudra pour atteindre la parité? Ça, c'est ce que l'on voit, ce que l'on ressent et ce que l'on constate aussi. Et pourtant, les compétences n'ont rien à voir avec le genre, que ce soit la curiosité, l'analyse, mais aussi les connaissances et la technologie. Aujourd'hui, c'est une vraie opportunité, mais une opportunité pour nous et pour la société de se lancer dans le domaine des sciences et technologies. Domaine d'ailleurs où les talents féminins sont particulièrement recherchés. Alors vous allez me dire, oui, pourquoi? Pas tellement pour gonfler les statistiques, ou parce que on se prive ainsi de 50% de la population, mais surtout parce que notre présence est juste essentielle pour éviter les biais. Et oui, si on laisse le secteur des sciences pour l'ingénieur, des mathématiques, de la physique, du numérique uniquement aux mains des hommes, eh bien, certains domaines de la recherche ne seraient jamais abordés, certaines découvertes ne seraient jamais faites, et le monde serait construit par et pour les hommes. Et pourtant, les femmes ont déjà marqué largement l'histoire des sciences et technologies, mais on en parle peu. Alors, je vais faire une autre petite expérience. Si je vous demande de me citer le nom de 5 hommes scientifiques, facile, Einstein, Newton, Pasteur, Tesla, Maxwell, Descartes. Maintenant, le nom de 5 femmes scientifiques. Et là, j'ai Marie Curie et Marie Curie. Alors, ne culpabilisez pas, vous avez tous été victimes de l'effet Mathilda. Vous savez, cette sous-estimation récurrente et systémique de la contribution des femmes dans la recherche scientifique. Et pourtant, des femmes, il y en a, et depuis très longtemps. Dès 1842, les premiers algorithmes ont été codés par une femme, la comtesse Ada Byron de Lovelace. Vous savez, le code Ada. Et puis, Milena, ce n'est pas le deuxième prénom d'Albert Einstein, mais celui de sa femme, dont les correspondances ont montré le rôle important qu'elle a eu dans l'établissement de cette fameuse théorie de la relativité générale, entièrement attribuée à Albert. Et puis, il y en a d'autres. Lise Meitner pour la découverte de la fission nucléaire, Rosalind Franklin pour l'ADN, ou bien encore Jocelyn Bell pour les premiers pulsars, ou bien Marthe Gauthier pour la découverte de la trisomie 21. Et certaines d'entre elles
ont même été flouées de leur prix Nobel. Et alors, si je regarde vers les mathématiques, la fameuse médaille Fields de mathématiques, eh bien, à ce jour, elle n'a été attribuée que 2 fois à une femme. Et la première, Mariam Mirzakhani, c'était en 2014. Et oui, lorsque les femmes sont à l'origine de découvertes ou de recherches majeures, elles sont souvent restées dans l'ombre au profit des hommes. Et en parlant de cela, je vous conseille de lire ou de regarder Les Figures de l'ombre, qui racontent et qui retracent l'histoire de Katherine Johnson, mathématicienne et ingénieure spatiale américaine, qui a eu un rôle majeur dans le calcul des trajectoires des vols des premières missions spatiales. Et puis aujourd'hui, on a des figures comme Crystal Edman, PDG d'Orange, Catherine McGregor, PDG d'Engie, ou bien Sheryl Sandberg, ancienne dirigeante de Facebook, toutes à la tête de grandes entreprises dans ces domaines. Mais rien n'est simple. Et Sheryl Sandberg le montre dans son livre, à partir de la fameuse étude de la Harvard Business School, qui relate la carrière d'une célèbre femme d'affaires américaine, Heidi Rosen. Alors, ils ont pris 2 groupes d'étudiants, mais ils ont changé une seule chose, le prénom. Aux uns, ils ont raconté l'histoire d'Heidi, aux autres, l'histoire d'Howard. Alors, les 2 ont été autant impressionnés par les carrières, par leur réussite, par leurs compétences. Mais par contre, côté capital sympathie, c'était différent. Alors Howard est apparu à tout le monde comme un type plutôt sympa, avec qui il serait sûrement très agréable de travailler. Mais Heidi leur paraissait probablement comme trop agressive, trop autoritaire, certainement assez difficile à vivre. Et oui, quand les femmes osent afficher une réussite professionnelle, quand elles osent briser les stéréotypes classiques, traditionnels, elles en payent souvent le prix. Et je voudrais, à ce sujet, relater, finalement, m'approprier ou adapter une célèbre réplique d'un film qui est actuellement sur les écrans et l'illustrer avec cette photo. La photo de ma première conférence de presse en tant que présidente d'université, entourée de mes collègues présidents et directeurs des établissements. Et la réplique pourrait devenir « Non, les femmes ne sont pas différentes, ce sont les hommes qui ne sont pas pareils ». Et je voudrais aussi l'illustrer par une anecdote qui m'est arrivée au début de mon mandat de ministre. J'ai eu un rendez-vous tendu avec un collègue homme à de hautes responsabilités, avec des désaccords de fond profonds et une tension palpable. Le lendemain, mon secrétariat a reçu à mon adresse un magnifique bouquet de fleurs. Alors on pourrait se demander, est-ce qu'un homme aurait reçu une bouteille de whisky ? À voir. Mais ce que cela montre, c'est que s'affronter avec une femme reste quelque chose de perturbant, quelque chose d'inhabituel. Et puis, certains vont dire que l'on alimente ce sexisme inconscient, ce patriarcat bien enraciné par nos doutes sur nos capacités, par nos questionnements sur notre légitimité et par nos difficultés de se mettre en avant. Vous savez ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Oui, mais là encore, il s'aligne sur des normes sociétales traditionnelles, classiques, que l'on devrait questionner pour peut-être un peu plus les aligner sur celles des femmes. Bref, changer de paradigme, changer de référentiel. Et c'est en fait cela que j'aimerais ce soir partager avec vous, ce que j'ai appris à assumer, ce que j'ai appris à valoriser au cours de mes différentes fonctions. En fait, cette capacité à douter, car elle est souvent beaucoup plus puissante qu'une certaine forme d'arrogance. Et puis, elle conduit à des décisions plus solides, car oui, on peut douter et savoir prendre des décisions. Et puis, il y a l'intuition, l'empathie. Non, elles ne s'opposent pas au rationnel, bien au contraire, elles l'enrichissent et souvent conduisent à un leadership beaucoup plus transformant. Et puis, bien sûr, il y a la ténacité, les valeurs et les convictions. Et là encore, oser défendre ses positions, ses valeurs avec conviction, c'est souvent enrichir et participer au débat de façon puissante. Alors en bref, un leadership basé sur la crédibilité et sur la confiance, eh bien, ça contribue pleinement à finalement une forme de durabilité, aussi bien dans les relations
que dans les projets. Et ensemble, hommes et femmes, nous avons le pouvoir de conjuguer nos talents et surtout, finalement, d'élargir le spectre de compétences qui devraient être reconnus comme des atouts. Je le répète, le doute et la décision, l'intuition et le rationnel, la ténacité, les valeurs et les convictions. Et puis surtout, ne pas se laisser enfermer dans un modèle unique, hérité du patriarcat. Mais osons. Osons sortir de notre zone de confort et créer nos propres modèles qui, en fait, mettent en avant la diversité des talents. Osons assumer nos singularités, car il y a autant de façons de diriger, de réussir, que de personnalités. Et puis surtout, osons transformer le pouvoir sur en un pouvoir pour, en un pouvoir de faire. Je vous remercie.